Alors, le Tanya, Erev Tov à tous et toutes. Étude du jour. 8 Tishri, 5786, Igeret, Akodesh, chapitre 20. Néanmoins, voici ce qu'il faut savoir. L'apparition de l'existence et sa séparation totale émanent essentiellement du Malchut d'Atsilut qui devient Atik de Bria. À ce sujet, on verra notamment le Ches Chaim, porte des commentaires d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et d'Atzia, au chapitre 1. Atik désigne de façon générale la partie la plus élevée, à l'origine de l'étape suivante et plus précisément celle de Keter, à l'origine d'Atsilut. Ce terme est de la même étymologie que Ne'etak, séparé. En l'occurrence, Malchut d'Atsilut est séparé de sa place habituelle afin de devenir le Keter du monde de Bria. Le Tanya constate donc que ce passage d'Atsilut à Bria est la création proprement dite, conférant à l'être créé une conscience de sa propre existence qui ne possédait pas au préalable, le séparant de sa source dans sa propre perception, car il n'est pas de roi sans peuple. Selon le commentaire de Rabbeinu Behaye, sur le verset Vayeshev 38-30, on verra aussi à ce sujet le début du chapitre 7 de Shar Aoud Ve'aimuna. En effet, le règne suppose l'existence d'un peuple composé de sujets qui ont une existence indépendante de celle du roi. C'est ainsi qu'un père de famille dirigeant ses enfants ne sera pas défini comme leur roi, même s'ils sont très nombreux. C'est donc précisément Malchut d'Atsilut qui crée en Bria et dans les mondes suivants des êtres ayant le sentiment d'être séparés de Dieu. Il en résulte qu'en Atsilut, les êtres créés étaient encore des enfants, de sorte que Dieu n'était pas réellement roi. À partir du monde de Bria, en revanche, le règne de Dieu devient possible. De même, le grand nombre des créatures et leurs différences, alors qu'elles ont été créées par la force de Ein Sof, l'unique de l'unité la plus parfaite, proviennent des multiples lettres émanant de Malchut. On verra à ce sujet la lettre numéro 5 d'Igeret Akodesh. Les multiples lettres émanant de Malchut sont les nombreuses combinaisons, permutations et transformations des 22 lettres de la Torah, et le Tanya justifie ainsi que la diversité de la création ne soit pas le reflet de l'unité de Dieu. En effet, si les êtres créés étaient tous partie intégrante de Dieu unique, ils porteraient nécessairement la marque de cette unité. Or, chacun a le sentiment d'avoir une existence propre et c'est ainsi que le monde peut porter la marque de cette diversité. La bouche de Dieu. Devarim 8.3. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de tout ce qui émane de la bouche de Dieu. Et l'on sait que l'attribut de Malchut est précisément appelé la bouche de Dieu, notamment parce qu'il prononce en permanence les 10 paroles de la création, et on verra à ce sujet l'introduction du Tikkuné Zohar, à la page 17a. Or, la parole est adressée à un interlocuteur extérieur à sa propre personne. Dieu prononce les paroles de la création précisément parce que celle-ci a le sentiment d'avoir une existence indépendante, d'être interlocuteur de Dieu. Par le souffle de sa bouche, toutes ses armées. Télim 33:6. Par la parole de l'Éternel, les cieux se sont fermés par le souffle de sa bouche. Toutes ses armées. Ces armées sont les planètes et les astres emplissant l'atmosphère, mais aussi les créatures célestes. Dieu les créa par le souffle de sa bouche et par sa parole, leur conférant ainsi le sentiment d'une existence indépendante. Et les 5 organes de la parole émanent des 5 aspects de Géboura, de l'élément féminin. On verra à ce propos la fin du chapitre 4 de Sha'ar Aoud Ve'aimuna, tout comme les 5 éléments de la Géboura retiennent le flux divin. Les 5 organes de la parole retiennent le souffle et modulent la parole en conséquence. Ces 5 organes permettent à l'homme de prononcer les 22 lettres de l'alphabet, il en est de même dans les sphères célestes. Plus précisément, la parole de Dieu traverse, elle aussi, 5 organes de la parole, qui sont les 5 éléments de Gévorah se trouvant en Malchut, l'élément féminin afin de former les 22 lettres de la Torah. Ces 5 éléments de Gévorah se trouvant en Malchut sont plus spécifiquement, les 5 lettres ayant une forme finale. Le même, le Nun, le Sadik, le P et le Kaf, qui n'ont pas la même forme selon qu'elles sont suivies par d'autres lettres ou bien qu'elles constituent la fin du message transmis à l'interlocuteur. C'est pour cela que Malchut est appelé monde révélé, car en lui se révèle la force de Ein Sof afin de créer à partir du néant sans avoir recours à une relation de cause à effet. En ce sens,
Malrout révèle ce qui, au préalable, était caché. En effet, elle conclut la création à l'existence en lui donnant la possibilité de ressentir qu'elle a été créée. Le monde caché, en revanche, transcendant Hatzilut, évoque la mer, que les créatures aquatiques ne quittent jamais, ou bien le fœtus en gestation qui ne possède pas d'existence propre. Toutefois, les 9 premières séphirotes furent effectivement conduites à l'existence par une relation de cause à effet, car la lumière du Un-Sof s'introduit uniquement en l'attribut de Horkhma. On verra à ce sujet le chapitre 35 de la première partie du Tanya. C'est donc par l'intermédiaire de la séphira de Horkhma et au moyen d'une phase de Tzimtzum que la lumière du Un-Sof parvient aux autres séphirotes. Elle se transmet de l'une à l'autre par une relation de cause à effet. Puis elle atteint Malrout et dès lors, elle connaît une nouvelle phase de Tzimtzum afin de se révéler au monde suivant. C'est à ce propos qu'il est écrit, le début étant chevêtré à la fin. Selon le Sefer Yetzira, chapitre 1 au discours 7, en l'occurrence Keter, le début transcendant Horkhma se trouve à l'issue de ce processus de révélation. En Malrout, la fin des séphirotes qui, de ce fait, a la capacité de créer à partir du néant. Tous les mondes suivants en reproduisant le même schéma de révélation. Car Keter est le stade intermédiaire entre celui qui est à l'origine de l'émanation et ceux qui la reçoivent. Selon l'explication du Harizal, dans le Resraïm, porte 41, au chapitre 3, un stade intermédiaire doit porter en lui les 2 niveaux dont il assure la jonction, en l'occurrence le début de ceux qui reçoivent l'émanation. Enchevêtré, en Malrout, la fin de cette révélation. À chaque stade de l'enchaînement des mondes, la fin. Le dernier stade révélé devra être à l'origine du début, introduisant la révélation dans le monde suivant. Il est la phase ultime de l'Un-Sof, et c'est pour cela qu'il est appelé Keter Malrout, couronne de royauté. Dans l'introduction des Tikkuné Zohar, à la page 17a, ainsi une relation spécifique existe entre ces 2 stades, qui n'empruntent pas le canal de toutes les séphirotes, Keter. Stade le plus élevé de la création devient ainsi Malrout son stade le plus bas, qui introduit la phase suivante, dans laquelle ce processus se répète à nouveau. Car la couronne est uniquement destinée au roi. C'est bien le cas, en l'occurrence, puisque l'Un-Sof de Keter ne se révèle pleinement qu'en Malrout. Ainsi, le roi est celui qui est reconnu comme tel par ses sujets, car son règne doit être accepté de plein gré. Ainsi qu'il est dit, ils acceptèrent sa royauté de plein gré. Or, cette reconnaissance est possible grâce à l'attribut de Malrout. À l'origine du processus créatif. En outre, la phase ultime de l'Un-Sof est son attribut de Malrout. On verra à ce sujet le chapitre 52 de la première partie du Tanya. Soulignant que l'attribut de Malrout de l'Un-Sof se porte vers la création pour la vivifier, mais doit, au préalable, se vêtir d'un voile, afin d'occulter son intensité. Il en résulte que la royauté Malrout se trouve d'ores et déjà en Keter, avant même d'entrer en relation avec l'attribut de Malrout. Et elle ne fait pas qu'émaner d'elle pour se répandre dans la création. De ce fait, Malrout d'Atzilus s'appelle aussi Keter. Le Tanya fait allusion ici, plus précisément, à Keter, de Bria. En effet, lorsque l'on énumère les séphirotes du bas vers le haut, de la plus inférieure vers la plus élevée, Malrout devient alors Keter par rapport à toutes les autres séphirotes.
car c'est en elle que se trouve de manière naturelle le niveau de Keter, comme on l'a dit, du bas vers le haut. Ainsi, la tribu de Malrout peut même conserver son rôle de Keter depuis Hatzilut vers ceux qui le dépassent. Du reste, les textes de la Chassidoute montrent qu'il possède aussi d'autres qualités que n'ont pas les autres séphirotes, par la force de un Sof qu'il possède en lui. Le Tanya citera notamment sa capacité de conduire les âmes vers l'existence effective. Malrout, à l'origine de la création à partir du néant, possède donc un statut particulier, y compris au sein des séphirotes elles-mêmes. En outre, c'est à partir de Malrout qu'a lieu la création des âmes, de sorte qu'elles aient une existence et qu'elles constituent une entité indépendante dans le monde de Bria. C'est drôle, ouais. Bien que ces âmes émanent d'union entre les séphirotes qui ont été décrites ci-dessus, elles acquièrent l'existence à proprement parler, lorsqu'elles ont la conscience de leur propre autonomie, c'est-à-dire à partir du monde de Bria. C'est précisément la tribu de Malrout qui permet leur passage d'Hatzilut en Bria. Ceci porte le nom de naissance au même titre que la traversée de la mer Rouge, laquelle dépend d'Atik. C'est ce qu'indique le Zohar, tome 2, à la page 52b. C'est en effet le niveau d'Atik, dimension profonde de Keter, qui se révéla lors de la traversée de la mer Rouge, qui marqua la naissance d'Israël en tant que nation, ainsi qu'il est dit, afin de prendre un peuple au sein d'un autre peuple. Il en est donc de même lors de la naissance des âmes, par l'intermédiaire de la tribu de Malrout du monde d'Hatzilut. La dimension profonde de Keter doit se révéler également, et c'est pour cela que l'émergence de ces âmes est appelée naissance. De même, tout le développement des âmes, selon notamment le Péri Resraïm, porte de la fête des Matzot, à la fin du chapitre 8, et l'on verra à ce sujet le Likutei Torah, Parashat Tzav, à la page 16c. Le développement auquel le Tanya fait allusion ici est la gestation des âmes, leur formation dans la matrice de Malrout, qui correspond à la dimension profonde de la Torah. Nos sages disent à ce propos que le fœtus se nourrit de ce que sa mère consomme. Oh. Le fœtus se nourrit de ce que sa mère consomme. Et il affirme aussi que pendant la gestation, on lui enseigne la totalité de la Torah, à l'issue de cette période de formation. Ces âmes sont créées de manière effective, et elles se révèlent dans les mondes de Bria, de Yetzira et d'Atia, par la force du un Sof que possède la tribu de Malrout. Pendant les 7 mois, depuis l'union de Shemini à Atzeret, jusqu'au 7e jour de Pessah, les 7 mois de gestation sont plus précisément une partie de Tishri, à partir de Shemini à Atzeret, les 5 mois de l'hiver, et une partie de Nissan jusqu'au 7e jour de Pessah. En effet, Shemini à Atzeret est le 8e jour de la fête de Sukkot. Et la 8e, Séphira et Mila, également appelée la mère des enfants. De plus, c'est à Shemini d'Atzeret que l'on récite la prière de la pluie, Geshem, terme qui signifie également la matière, et faire ainsi allusion à l'introduction des âmes dans le monde matériel. Par ailleurs, le 7e jour de Pessah date de la naissance de ces âmes, et celui de la traversée de la mer Rouge, elle-même comparée à la naissance d'Israël en tant que nation. En outre, la mer représente plus spécifiquement la tribu de Malrout. La prière de la pluie est récitée depuis Shemini Aretz jusqu'à Pessah, c'est-à-dire pendant toute la période de la gestation à l'issue de laquelle Hatzilut donne naissance à Bria et à tous les êtres qui l'habitent. C'est ainsi que l'on peut comprendre la relation définie ci-dessus entre Keter et Malrout, le début étant enchevêtré dans la fin et la fin dans le début. Et comme la formation des éléments masculins et féminins dans la matrice de la mère suprême qui est accomplie par les hautes
lumière de cette mère suprême. Le développement de l'élément masculin, Zeramping, qui correspond à l'ensemble des attributs de l'émotion, et celui de l'élément féminin, l'attribut de Malrout, doit permettre leur révélation, quand tous ces attributs sont encore cachés dans la dimension profonde de Mina, la mère suprême du monde Atsilut. Le Tanya constate ici que ce processus dépend des lumières élevées que possède de manière intrinsèque la Sifira de Mina, et par ce qui est considérablement plus haut, jusqu'à l'Insof, s'introduisant en elle pendant les 9 ou bien les 7 mois de la gestation. En plus de ces lumières élevées que Bina possède naturellement, cette séphira bénéficie pendant les mois de la gestation selon le processus qui vient d'être décrit, du dévoilement de l'Insof, précisément du fait de cette gestation. Et il en est de même également pour la création des âmes et des anges du monde de Bria. En effet, les âmes et les anges sont néants dans le monde d'Atsilut. Pour qu'ils deviennent l'existant dans le monde de Bria, ils doivent rester pendant 7 mois en gestation dans la dimension profonde de l'élément féminin Malrout, en lequel résident les lumières élevées, précédemment décrites. Il en résulte que l'attribut de Malrout d'Atsilut enclenche un processus qui se prolongera à l'identique dans les mondes suivants, jusqu'à ce que les âmes puissent se vêtir de corps physiques au sein du monde matériel. Par ailleurs, l'aspect essentiel et la racine de la goutte séminale, recevant l'influence et la fécondation de Zeramping, sont les attributs de l'intellect, le père et la mère. Le Tanya suggère ici l'idée suivante. Non seulement le développement des âmes, la gestation et leur naissance effective dépendent de la somme se trouvant en Malrout, mais en outre, l'émergence de la goutte séminale des attributs de l'émotion vers Malrout, à l'origine de cette naissance des âmes, est réalisée par l'intervention des attributs de l'intellect, Orma, Bina et Keter. À chaque union, le père et la mère reçoivent l'influence de Hari Amping, de Atik Yomin, et même de ce qui est considérablement plus haut, jusqu'à l'Insof. Le Tanya se réfère ici à l'union entre Orma et Bina, grâce à laquelle la goutte séminale, précédemment citée, qui est à l'origine des âmes, se déplace de la partie extérieure de Keter, Ariamping, vers sa dimension profonde, Atik Yomin, jusqu'à ce que l'élément féminin d'Atsilut, Malrout, soit en mesure de leur donner naissance. Néanmoins, tout cela reste caché dans les attributs de l'intellect, jusqu'à ce que l'élément féminin donne naissance aux âmes, aux anges et aux sanctuaires du monde de Bria. Le texte décrit ici une autre qualité de l'attribut de Malrout, qui est aussi le révélateur, du bas vers le haut, de tout ce qui le dépasse. En effet, le fruit des unions réalisées dans les niveaux supérieurs échappe aux créatures. Il appartient donc à Malrout de le révéler et de le transmettre à l'enchaînement des mondes. Il en résulte qu'il y a bien là une révélation de la lumière de l'Insof à proprement parler, grâce à la gestation et à la naissance. C'est également pour cette raison que la Séphira de Malrout est appelée le monde révélé, comme le Tanya l'a indiqué ci-dessus. C'est cet attribut, en effet, qui révèle la lumière de l'Insof à travers la naissance des âmes. Or, il n'y a aucun autre moyen d'obtenir cette révélation. Amen.